Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes ravis de recevoir Monsieur Ibrahim Erkan, qui est sur la liste des engagés, 27e à la région bruxelloise. Bonjour Monsieur Erkan et merci d'avoir accepté. Bonjour Linda, merci beaucoup de me recevoir et bonjour à tout le monde. Je pense que la plupart me connaissent et ceux qui ne me connaissent pas, le nom Erkan, vous devez me le connaître, certainement. Alors on va rentrer directement dans le vif du sujet Voilà. et vous demander de nous parler un peu de votre parcours personnel et professionnel. Mon parcours personnel et professionnel, je suis arrivé en avril 1971 à Belgique. J'étais le premier araméen ou syriaque, on dit Suriani, de la Turquie. Je suis originaire de Mardin. J'avais fait mes études au monastère Mar Gabriel, qui est très connu. Oui. En turc, on dit Derol Umur. Et puis, j'ai fait mes études au monastère Derol Zafaran pour la théologie. Et de là, avril 1971, je suis arrivé à Bruxelles et je voulais faire la théologie à Leuven. Et là, j'ai fait 2 ans. C'était un peu dur et j'ai abandonné. Je travaillais comme tailleur. J'ai commencé à fabriquer vêtements de cuir. Et vous étiez très connu d'ailleurs, il paraît. Oui. Et alors, en 1976, j'ai commencé ouvrir un magasin et depuis là, j'ai engagé pas mal de personnes. D'ailleurs, certainement, vous connaissez des amis qui ont fait des stages chez moi, des Arméniens de l'Arménie, des Arméniens de Turquie. Et il y avait aussi comme Isaac, les Afshar, etc., Ayrabet et tout cela. Ils ont commencé chez moi. Et ça, c'était dans les années 80, 1980-83. Et après ça, j'ai commencé quand même être contacté par plusieurs chambres de commerce pour engager des stagiaires pour la formation dans le vêtement de cuir, etc. Et c'était là qu'il y a eu beaucoup de monde. On n'avait pas beaucoup de place quand même. On a engagé pas mal de personnes, on les a formées et la plupart de ces stagiaires, ils sont aujourd'hui des professionnels, ils sont devenus eux-mêmes indépendants et ils travaillent et ils participent assez bien dans l'économie du pays. C'est ça l'importance de former des gens, pas d'être assisté, d'aller toujours au CPAS, donner ça. Évidemment, si quelqu'un n'a pas le moyen, n'a pas la possibilité, il n'a pas la santé d'être travailler, mais s'il a les moyens d'être formé, de devenir indépendant et de participer à l'économie du pays. Je trouve, c'est primordial. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui travaille, il ne va pas traîner à gauche, à droite, dans les cafés, dans les bistrots. Il va dire, l'heure il est, je dois dormir et demain je commence au travail. Et une fois il a travaillé la journée vers 4h, 5h, il va terminer et il va dire, je vais faire quelques courses pour la famille, pour les enfants, et il va aller manger, et il va en famille, il ne dépense pas l'argent dans les bistrots ou autre chose, etc. Et l'argent qu'il a, la relation en famille avec les enfants et tout, c'est beaucoup mieux. Le père, il est toujours présent. Pourquoi ? Parce qu'il sait que le lendemain, il va travailler. Ça, c'était le but qu'on a fait un travail social avec M. Mauros Borgi, le service social des étrangers, qui le siège était au début tout près de Botanique, et puis il a été changé, il était à XL, tout près de la place Fernand Koch. Et là, ça a duré pendant des années, et alors les gens qui avaient besoin, etc., quels que soient les documents, les papiers, difficulté d'obtenir l'asile politique, la difficulté de traduire un document, les guider vers l'ambassade de Turquie, vers les autres ambassades, vers les communes, etc. Et avec le service social de M. Zboji, il avait engagé une fille arménienne qui l'expliquait
les gens qui parlaient que l'arménien, qui venaient de l'Arménie. Et la plupart des gens qui venaient, c'était de l'est de la Turquie. Ils parlaient le kurde et le turc. Les parents, ils parlaient le kurde et les jeunes, ils parlaient le turc. Alors, on avait engagé des traducteurs, une traductrice arménienne et une traductrice aussi araméenne pour aider, pour les guider. Et tout ce qui est documents pour les passeports, les cartes d'identité, la commune, le travail, le permis de travail, tout ça, c'était très important de les former et d'envoyer les enfants, les inscrire dans les écoles. Au début, les pauvres, ils étaient tous perdus. Ils ne savaient pas comment il faut. Il fallait inscrire les enfants à l'école et ils ne parlaient pas un mot de français. Alors, quelqu'un devrait les guider vers les écoles. En septembre, il faut les enfants qui doivent inscrire à l'école, ils doivent avoir une école le plus proche, etc. Et ça, c'était le travail de service social de M. Spoggi. Et après, on a formé une association, nous étions une dizaine, et on se réunissait, on avait loué un chorale local tout près de la place Saint-Josse, et là, ils venaient, et on se voyait, ils discutaient, ils prenaient leur café, leur thé, etc. Et on discutait avec les gens. Voilà, ça, c'était mon parcours professionnel et un peu social. Mais c'était beaucoup plus dans le domaine social, parce que quand je voyais, parfois, le matin, j'ouvrais mon magasin, il y a 10-15 personnes devant la porte. Ils attendaient, comme les gens, il faut le fil, aller au CPS, au bureau de chômage. Et alors, je devrais les guider. Et je disais, allô, il faut faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Venez après. Maintenant, je suis occupé, j'ai un peu de clients, je dois un peu m'occuper de commerce. Et c'était bien. En fait, en résumé, on peut dire que vous avez appliqué votre vision, que ce soit culturelle ou culturelle, à votre arrivée en Belgique et en soutien, et vous avez mis le pied à l'étrier à quand même plusieurs générations de réfugiés politiques qui sont arrivés ici complètement perdus, complètement déboussolés. Tout à fait, oui. Et donc, c'est extraordinaire. Oui. Quand ils venaient, ils débarquaient, évidemment, nous avions quand même un contact d'Istanbul, quelqu'un nous téléphonait. Il y a quelques familles, voilà, ils ont pris l'avion, il faut aller les accueillir à l'aéroport. Et là, quand on allait à l'aéroport, évidemment, la police, ils voient les gens, leurs habits et tout, comment ils sont. Qu'est-ce que vous allez faire avec 5-6 enfants et vous faites quoi ici? Ce n'est pas de touristes. Refoulés, bloqués à l'aéroport. Alors, je suis là, je téléphone, on doit prendre contact avec un avocat. Il y avait Maître Mamourian qui nous a aidés, qu'on lui demandait. Et il téléphonait à l'Office des étrangers, au ministère de la Justice. Il y avait Maître... Jacquian. Comment? Jacquian. Il y avait Jacquian, mais c'est plutôt Mamourian qui fait ça, Jacquian aussi. Et il y avait un autre, c'était belge, j'ai oublié son nom, il est trop âgé maintenant. Lui aussi, il a fait beaucoup, qui était avec le service social protestant. Il a aidé beaucoup. Et on contactait. Et moi, j'attendais à l'aéroport, là. Au début, ça marchait très bien. Et jusqu'à un jour, qu'est-ce qui s'est passé? 2 policiers, ils sont venus, sortez d'ici, quittez ici, vous ne pouvez plus mettre le pied. De toute façon, on a fait un dossier pour vous. Je dis, monsieur, l'aéroport appartient à tout le monde peut... Non, qu'est-ce que vous venez faire ici, les chercheurs? Et je vois, il les a bloqués. Je dis, monsieur, est-ce que vous pouvez me donner la garantie que ces gens-là, que vous les refusez, que vous avez pris leur passeport, leur argent, et vous les envoyez au pays d'origine, est-ce qu'ils ne seront pas arrêtés à prison? Si vous me garantissez, s'il arrive quelque chose, eh bien, il y aura un dossier, vous êtes responsable, monsieur. Je note l'heure et l'arrivée d'avion, et vous faites ce que vous voulez. Sortez d'abord, il m'a dit. Je suis sorti. Une demi-heure après, ça n'a pas duré. Un policier m'appelle, vous pouvez rentrer, monsieur. Je suis allé et j'ai demandé l'un après. Hallo, un fulan, hallo, un fulan, un fulan. Et je le savais. Et alors... Pour nos auditeurs, donc Fallan, oui. vous êtes et chrétien. Alors je l'ai pris, ils m'ont dit oui, ça, tout ça. Tout ça, c'est beau, j'ai dit oui. Il y a encore d'autres.
J'ai dit non. Il y avait quelques personnes, nous je ne connais pas, on n'a pas le nom et tout. Et alors, on les a pris. Ils ont dit, écoutez, dans les 3 jours, ils doivent aller présenter leur candidature comme réfugiés politiques. Il va demander, remplir le papier. Et nous sommes entrés, on les a tous amenés. Et après, nous sommes allés, je me souviens, on a demandé combien on doit vous payer, maître Mamoria. Il a dit rien de tout. C'était chouette, c'était vraiment magnifique. Il n'a rien voulu. Donc, je ne fais pas réclame pour lui, mais c'était quelqu'un qui nous a aidés. Nous, on l'a fait notre possible, et lui aussi, quand même, un avocat, il devrait payer. Il a dit non, je ne veux rien. C'est des gens de ma communauté, je ne veux rien. Et ça, je n'oublie pas. Et depuis là, je suis à un très bon terme avec Maître Mamoria. Je dis, je n'oublie pas. Et il dit, toi aussi, M. Ibrahim, tu fais pour nos communautés. Voilà, c'était ça. Et c'était vraiment formidable. On était heureux, tout le monde était heureux, et la famille et tout. Et alors après, on devrait aller boire le thé ensemble et tout. Mais il fallait faire tout le reste. Aller les traductions au Haut Commissariat des Nations Unies et puis à l'Office des étrangers, tout ça. C'était des choses... C'est très bien. C'était des aventures. Et tout le monde était heureux. C'est très bien passé. Voilà. Extraordinaire. Et alors, qu'est-ce qui vous a motivé, du coup, à vous présenter aux élections belges ? Un jour, j'étais en contact avec le Parti social chrétien. Avec, à l'époque, c'était Gérard Deprez. Et puis, j'étais au Parlement fédéral. C'était le CVP, le socio-chrétien. J'ai dit, voilà, on a des chrétiens d'Orient qui viennent, qui sont à des difficultés, ils ne sont pas reconnus ça. Il a dit, faites-nous une liste. Et alors, le CVP, à ce moment-là, le Premier ministre, c'était Wilfried Martens, à l'époque. J'ai dit, écoutez, il y a des Arméniens, des Araméens, des Chaldéens, tout ça. C'est des chrétiens, ils sont persécutés à cause de leur religion. Ils sont maltraités. Est-ce qu'on peut faire une différence? Ces gens-là, ils ne savent pas ce que c'est le mot politique. Oui. Ils ne viennent pas ici parce qu'ils étaient, opposants à tel ou tel parti politique et tel régime. Ils n'ont rien à voir avec la politique. Mais ça ne va pas, il a dit. Un réfugié politique, il doit avoir des motifs qu'il est persécuté pour son idéologie politique. J'ai dit, mais ici, ils n'ont rien à voir. La seule chose qu'ils ont, qui portent une croix, et ils sont maltraités à cause de leur appartenance à une religion chrétienne. C'est ça le problème. Et comment il faut faire? J'ai dit, écoutez, et alors comment? J'ai dit, par exemple, les Arméniens, on peut avoir des certificats de baptême. Et même sur le carte d'identité turc à l'époque, c'était marqué religion grégorien, arménien grégorien, et les Araméens, Syriani, Qadim, orthodoxes. Et les catholiques, chaldéens, chrétiens, catholiques, etc. Donc, il marquait chrétien, chaldéen, catholique. Nous, c'était Syriani, Qadim, orthodoxe. Arménien, grégorien, chrétien. Donc, il y avait ça. Donc, on peut avoir ça, document officiel. Je dis, oui. Chaque famille arménienne, leurs enfants, ils sont baptisés, les Araméens, les Chaldéens. Eh bien, on peut avoir un certificat de baptême? J'ai dit oui. Alors, on demandait de donner, on dit waftis karati en turc. C'était un Arménien et une partie en turc et un Arménien. Et alors, les Syriani, c'était la même chose. Alors, on obtenait ces certificats de baptême et les premiers groupes qui sont arrivés, c'était toutes les formalités. Allez, pourquoi vous avez quitté votre pays d'origine, pourquoi vous avez ça, quelle était votre appartenance, quel groupe politique, tout ça, c'était balayé partout. Tout ça, on prenait le certificat de baptême, la carte d'identité nationale, que c'était marqué arménien, grégorien, etc. Et alors, tous les autres aussi. Et alors, ils faisaient photocopie de ça, et ça passait à l'administration. 1 mois, 2 mois, 3 mois après, tout le monde reçoit un document, vous êtes reconnu comme réfugié politique. Vous allez déposer vos passeports nationaux, la carte d'identité et tout, déposer XL au HCR,
et vous recevez un document à la commune. Et c'était comme ça. Ce qu'on avait réussi à faire. Donc, si je suis entré dans la politique, c'était la raison pour laquelle donc, j'étais reçu au Parlement fédéral par le CVP, qui était le socio-chrétien. Et un jour, ils m'ont dit, mais écoutez, pourquoi vous ne voulez pas vous mettre sur une liste? Je dis, mais je ne connais rien dans la politique. On va vous aider. Je dis, OK. Et alors, à ce moment-là, je dis, ben, vous me mettez sur la liste. Et c'était à 2000. Je suis inscrit sur la liste de Parti social-chrétien, Oui. PSC, et qui est devenu CDH, maintenant les engagés. Et le jour, comme dimanche prochain, c'est les élections, j'étais sorti le premier, la tête de liste, j'ai fait le double que lui. Oui. Ibrahim, félicitations, félicitations, vous êtes élu, vous êtes élu. Je dis oui, mais j'aime tout le monde. Et c'était ça. Et après, le parti il n'a plus abandonné. Il voulait que je continue. Et cette fois-ci, je n'étais pas du tout candidat. Mais pas du tout. À principe, c'était mon fils. Il s'est marié. Oui. Lui et sa femme, ils ont pris un voyage vers Philippines, Vietnam et tout. Papa, il dit, j'ai pas le temps. On est pour 6 semaines, tout le monde a commencé. Je dis, mais on va t'aider. Non. Et puis, le parti m'a appelé. Ibrahim, tout le monde t'aime bien, les Arméniens, les Chaldéens, les Araméens, tout le monde. C'est dommage que tu ne te présentes pas. Mais je dis, c'est trop tard. Et j'ai parti en voyage. Oui. Je dis, je pars. C'est pas grave, mets ton nom. Eh bien, le 27e, il y avait quelqu'un qui était candidat. Oui. Ils ont dit, lui, il reste pour la commune. Et toi, on te met. Tu acceptes, je dis. Même si tu ne fais pas la campagne, ton nom, on a besoin que tu sois sur la liste. Les gens voient Ibrahim Eka sur la liste. J'ai dit, ben ça va, avec plaisir. Normalement, aujourd'hui, je pars pour 15 jours. Eh bien, vous êtes là. non, je suis là. On n'est pas parti. On devrait être dans l'avion maintenant. On n'est pas parti pour sacrifier ça pour le parti et pour des gens de notre communauté. Et d'ailleurs, pardon, je vous que ce soit des Arméniens, Chaldéens, je fais ça pour les chrétiens d'Orient. Je n'ai rien à voir, aucun intérêt pour faire de la politique. Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais ce serait dommage qu'il n'y ait pas de représentants pour ces gens-là, qu'on parle au nom des chrétiens d'Orient. Ça, c'est le but que je suis là aujourd'hui devant vous. Et alors, vous pensez que ce serait quoi actuellement, c'est quoi les principales préoccupations justement? J'allais vous demander pour la communauté arménienne, mais des communautés Écoutez, en général. Écoutez, je vais vous dire franchement, je n'aime pas ce mot. Moi, je dis les chrétiens d'Orient. J'ai fait des affiches à moi, je vous avais expliqué. Tout le monde dit, ah oui, celui-là, non, tu es arménien. Pour moi, nous sommes chrétiens, point final, c'est tout. Tout le reste, c'est de blabla. Mais quels sont les défis de ces communautés ici en Belgique, par exemple? Les communautés, malheureusement, ils sont un peu divisées. Et quand on met plusieurs candidats sur différentes listes, différents partis politiques, c'est pas possible. Il faut que nous soyons unis et bien concentrés sur une ou deux ou trois personnes. Si on fait union ensemble, je crois qu'on peut avoir 2 ou 3, même plus élus. Que je vois chez des Maghrébins, il faut 5, 6 ensemble associés sur la liste de PS et ils passent tous les 4, 5, 6 ensemble. Chez la communauté turque, il faut plusieurs et ils passent. Il faut leur réunir autour ensemble et ils passent. Tandis que nous, moi je suis chez les engagés, on a un autre candidat au MR, je suis 99% certain qu'il passera pas, mais il est là pour amener quelques voix, diviser les voix pour le parti. C'est dommage parce que je me souviens une fois, j'ai fait 2900 voix, il me manquait quelques centaines de voix, je ne suis pas passé. On a eu 10 élus sur la liste de CDH et j'étais le 11e qui me manquait quelques voix. J'étais bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y avait 2 candidats sur des autres listes. Et ça, c'est le malheur dans nos communautés qu'on n'arrive pas, on ne réussit pas à avoir un représentant au Parlement qui représente tous les chrétiens d'Orient, que ce soit arméniens, chaldéens, araméens, pour moi, c'est la même chose.
parce que quand nous sommes dans les pays, que ce soit en Irak, en Turquie, en Syrie et tout cela, nous sommes considérés des chrétiens, les chrétiens d'Orient. Oui. Ouais. Tout le reste, c'est de blabla. C'est vrai, vous êtes arménien, l'autre il est araméen, l'autre il est grec et tout. Ça, on ne peut pas changer. Mais le reste, nous appartenons le même arbre, le christianisme. C'est ça qui est l'important. Là, vous avez du coup répondu en fait à pas mal de mes questions en même temps, puisque il est clair que votre identité araméenne influe sur votre engagement politique, mais pas juste votre identité araméenne, votre identité en tant que chrétien d'Orient et cette volonté justement de protéger, défendre les droits de ces minorités. Alors, du coup, je vais passer à une autre question qui est que est-ce que vous pensez que la Belgique a sa place dans les affaires européennes? Et si oui, dans quel sens? Aujourd'hui, la Belgique, c'est l'un des premiers pays fondateurs de l'Europe, de l'Union européenne. Et je crois que tant que l'Union européenne existe, la Belgique, elle restera, parce que toutes les institutions européennes, ils sont là. La Commission est ici, le Parlement européen, malgré qu'il y a une partie qu'il faut à Strasbourg, mais c'est Bruxelles, Belgique, c'est connu, toutes les institutions, l'OTAN et tout cela, ça doit rester et il restera. Et comment comptez-vous assurer la transparence et la responsabilité dans votre mandat politique que l'on vous souhaite? Répétez-moi. Comment comptez-vous assurer la transparence et la responsabilité dans votre mandat électif? Je crois que le parti sont au courant, ils sont clairs. Je vais vous dire, hier, par exemple, avant-hier, on a eu une conférence à l'ULB sur le sujet, c'était le chrétien d'Orient. Et quand je suis arrivé là, il y avait notre archevêque, il y avait tous les curés gréco-catholiques, orthodoxes, chaldéens, maronites, et tous ils étaient là. Et puis ils ont fait leur discours, ils ont présenté. On attend. Ah oui, il est là, David Esther, c'est là. Et puis, ils ont présenté tous des gens de MR. Et là, j'ai réagi. J'ai levé la main. J'ai dit, nous sommes ici. Le sujet, c'est le chrétien d'Orient, la conférence sur les chrétiens d'Orient. Oui. J'ai dit, mais je vois vous présenter tous des candidats que de MR. Et il y a d'autres candidats. Et là, c'était scandaleux. Et tout le monde était. Je dis, mais écoutez, il y a d'autres candidats après. Présentez-vous. J'ai dit, oui, monsieur, je suis candidat, mais pas à la liste de MR. Je suis un candidat sur la liste des engagés. Et vous êtes, j'ai dit, Ibrahim Erkan. Eh bien là, j'ai eu des réactions d'autres à monsieur, qui a pris aussi la parole. C'est n'importe quoi ce que vous faites, monsieur. C'est n'importe quoi. C'était hier, il a dit, qu'il y a Sainte-Sophie qui a transformé la mosquée. Qu'est-ce que vous avez fait, vous, les politiciens ici? Vous n'avez rien fait. Et il a cité le nom du président turc, par exemple. Il a dit, Erdogan, il a transformé le Sainte-Sophie en mosquée. Qu'est-ce que vous avez fait? Et il a dit, écoutez, monsieur, moi, je vote extrême droite. C'est pas bon ce que vous faites. Si, quand je vois ce que vous faites, il a dit, eh bien, vous ne méritez pas qu'on vous soutienne. C'est dur. Et c'est tous des candidats de MR. Hein. Et alors, en sortant, tout le monde, bravo Ibrahim, bravo, vous avez bien réagi. Je dis, oui. Ici, le sujet, c'est le chrétien d'Orient. Le chrétien d'Orient dit, toutes les minorités, que ce soit grecs, catholiques, orthodoxes, tout ça ensemble, eh bien, ils ont présenté tous les candidats de MR. Et il y avait là, Madame le ministre, j'ai dit, elle a dit, ah oui, Ibrahim, c'est vrai. Vous étiez le premier élu. J'ai dit, je suis le premier élu des chrétiens d'Orient. Et ici, j'ai dit, vous présentez tous les autres. Donc, le parti, il sait, mes convictions, mes idées, idéologiquement, ils savent si je me présente sur une liste politique pour défendre la cause chrétienne. Et je n'ai pas honte de le dire, moi je trouve c'est nécessaire et il faut le faire. Pourquoi avoir honte? Pourquoi avoir peur de le dire? Il faut dire ouvertement. J'ai dit dimanche, écoutez monsieur, nous sommes persécutés en Irak, en Syrie, au Liban, en Égypte, au Soudan, partout, en Turquie, partout, il y a des minorités chrétiennes, nous sommes persécutés. J'ai dit, et ici, vous êtes en train de faire un programme politique et c'est le sujet, les chrétiens d'Orient. Donc, j'ai eu bien de me défendre et défendre la cause. Et aujourd'hui,
de nouveau, si je suis sur une liste politique, je continuerai le même débat. Je continuerai le même chemin et je ne changerai pas de direction. Évidemment, il faut avoir de respect démocratique. On ne va pas transformer, comme il est dit, de César à César, de Dieu à Dieu. Je ne vais pas mélanger la religion et la politique. Ça, c'est autre chose. On ne va pas transformer le Parlement à lieu de discours religieux, comme il est arrivé il y a 2-3 mois au Parlement bruxellois. Un candidat, il a amené un imam pakistanais, vous avez peut-être entendu, ils ont cité des versets du Coran au Parlement. C'est inacceptable. Il faut avoir de respect. Une mosquée, c'est une mosquée. Une église, c'est une église. Un lieu public, c'est le Parlement, c'est pour tout le monde. Que ce soit pour les chrétiens, les musulmans, tous les juifs, c'est égal. Il faut avoir de respect, quelle que soit votre religion. Musulmans, chrétiens, juifs, et il faut être démocrate. Et d'ailleurs, ce que j'ai dit dimanche passé, j'ai dit, nous aimons les musulmans, nous aimons les juifs, nous aimons les athées, nous aimons tout le monde. Nous, les chrétiens, nous déclarons la guerre à personne. Nous sommes pour la paix, pour la fraternité, pour la justice, pour le respect. Ça, c'est notre devoir en tant que croyants d'aimer tout le monde, tous les créateurs de Dieu. Et j'ai dit ça devant tout le monde. Et tous les députés d'Hermère étaient là et tout, le ministre était là. J'ai dit, ça, c'est nous les chrétiens d'Orient. Nous aimons tout le monde. Nous sommes pour la paix, pas pour la division, pas pour la haine. C'est réellement la défense des chrétiens d'Orient, que ce soit ici en Belgique, que ce soit ailleurs, mais dans le respect de toutes les religions, tout en n'oubliant pas que nous vivons effectivement dans une démocratie et que le Parlement est censé représenter tout le monde et ne pas devenir confessionnel. Pas du tout, pas du tout. J'ai de très bonnes relations avec des amis turcs, marocains, de toutes les nationalités, différentes religions, iraniens et tout. Et j'ai essayé d'aider tout le monde d'une façon juste, égale et avec respect pour des raisons humaines. Quelle que soit leur croyance, pour moi, un être humain, il faut qu'il soit soutenu, il faut avoir de respect, il faut avoir de bonnes relations, de contacts et tout. Il faut, c'est comme ça. Nous sommes des êtres humains. C'est pas bien de faire la haine, la séparation et la division. C'est pas beau. Mais mon engagement, je trouve, pour moi, c'est un devoir, depuis que je suis tout petit, de faire aider les gens qui sont persécutés, les gens qui sont un peu abandonnés. Et je le ferai tant que je peux. J'ai la force de faire ça et je le ferai. Je promets devant Dieu, je le ferai. Un tout grand merci, Monsieur Erkan. On vous souhaite énormément de votes. Merci beaucoup. Pour ce dimanche. Et merci de vous être déplacé jusqu'ici. Je sais que ça n'a pas été très facile. Merci. Et tous nos amis qui nous écoutent, j'ai besoin de votre aide. Si vous pouvez m'aider, ça me ferait grand plaisir. Et après le 9, vous pouvez tous venir me voir. Selon mes moyens, tout ce que je pourrais faire, je le ferai. Je n'exigerai rien de tout. Un tout grand merci. Un tout grand merci, Monsieur Erkan. Merci à vous. Notre voix, notre vote. L'émission qui, à l'occasion des élections de 2024, va à la rencontre des candidats. Nous vous invitons à suivre les interviews de Belgaï pour être encore mieux informés avant votre vote. Belgaï.